Thibaut Garcia est accusé de tromperie envers Jessica Tivnin, Gabriel Ayuso vs Cynthia, le clash expliqué. Poupette Kenza est en sang, Laura Lempicka se clash ici avec Nico et Steph. Aujourd'hui, on a plein de sujets. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous avons pas mal de choses à voir ensemble. J'espère que vous êtes prêts et prêts pour cette nouvelle émission et nous la débutons tout de suite avec une mise au point. Pour la mise au point, cette semaine, je tiens à commencer par quelque chose, vous remercier. Vous remercier pour tous les messages d'anniversaire qu'il y a eu sous l'émission la semaine dernière. J'ai eu du mal à répondre à tout le monde, je crois que j'ai mis quand même quelques jours et il me semble qu'il y a encore des commentaires sans réponse. Vous avez été, sans faire le gars, des centaines à me souhaiter mon anniversaire. Donc je vous remercie énormément, ça m'a fait trop plaisir. Je vous remercie aussi pour tous les likes sous l'émission, pour les stats en général. Vous avez été extrêmement au rendez-vous et franchement, ça me montre que vous en êtes capable d'atteindre ces 1000 likes. Peut-être qu'il me faut un anniversaire par semaine du coup. Non, blague à part, j'ai quand même du mal à exprimer ce que je ressens et tout. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été super présents. Vous avez été rempli d'amour envers moi et pour ça, un grand merci. Deuxième point de cette mise au point. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous me suivez sur Insta, mais en ce moment, il y a une petite révolution en termes de look, en termes d'habits, en termes de DA si on veut, parce que tout le monde dit ce mot. J'espère que ça vous dérange pas et que ça vous plaît. Je crois que je rentre dans ma sombre era, ma dark era, dark cop. Là, je pense que ça se voit déjà avec les grosses bagues que j'ai au doigt. Je devais avoir des ongles aussi, mais ils tiennent pas. Mes habits aussi sont de plus en plus sombres. En fait, je suis en train un petit peu d'évoluer, je pense, en termes de look. Je suis en train de plus en plus m'affirmer et c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup plaisir parce que ça veut dire que je me trouve avec moi-même et que genre je suis bien avec moi. Mais j'espère que vous, ça vous dérange pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adoraient le côté cute et le côté mignon. Alors, ça va pas changer qui je suis, c'est juste l'apparence. Mais j'avoue qu'en ce moment, je sais pas, j'ai besoin de ça et ça me fait du bien. Donc, je voulais en parler 2 secondes parce que je vois qu'il y a des gens qui le remarquent et je ne sais pas comment prendre la parole sur cette chaîne à part dans la mise au point de MTT. Donc, dites-moi ça dans les commentaires si jamais ça vous dérange ou pas, ou si vous en avez rien à foutre parce que c'est pas la Fashion Week. Troisième point, j'ai besoin de vous les amis. Est-ce que vous voulez chaque semaine un débrief de l'île de la Tentation ou pas? Pour le moment, j'ai pas regardé, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de me poser et de regarder. Je pense que je guetterai ce week-end l'île de la Tentation. Pour le moment, j'avoue, j'ai pas eu le temps. Déjà, j'ai regardé jusqu'à 3 h du matin cette nuit les apprentis au ski pour vous faire un débrief et j'ai des choses à dire. Mais l'île de la Tentation, j'ai pas encore eu le temps. Donc, dites-moi si vous voulez un débrief chaque semaine. Ça pourra me motiver à regarder en temps et en heure. Sinon, je regarderai de mon côté pour moi le week-end. Mais j'avoue que cette saison, elle fait déjà beaucoup parler. Donc, je pense que ça serait plutôt pas mal que je me penche un peu dessus. Et ça se trouve, je dis ça et au moment où vous regardez MTT, il y a déjà une vidéo spéciale d'Île de la Tentation. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de regarder, mais il faut que je me bouge le cul parce que j'avoue que c'est long. Et si je commence à tout rater, je vais vraiment tout rater. Après, il me semble que c'est une fois par semaine, non? Du coup, j'ai quand même le temps de rattraper. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Avant d'entrer dans le sommaire, comme à chaque fois, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de déposer un petit like, de vous abonner au fil de l'émission et de la commenter. J'ai vu qu'on a dépassé les 65 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous rappelle que l'objectif est 70 000. Là, on vient de passer les 65 000. Il en reste 5 000, donc n'hésitez pas. Vous vous êtes abonné en masse la semaine dernière et je pense que c'était pour mon anniv. Mais abonnez-vous aussi si mon contenu vous plaît. C'est surtout ça qui est important. Même si ça m'a fait un beau cadeau d'anniversaire, je vous invite vraiment à cliquer sur ce petit bouton s'abonner si vous comptez suivre mon contenu, sachant que je poste des vidéos tous les jours sur cette chaîne. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer, mais avant ça, le sommaire. Dans quelques instants, nous allons revenir sur Mix the Tea, sur le gros clash qu'il y a eu entre Gab Ayuso et Cynthia. Je vous raconte tout, les réponses, et il semblerait que même Marois a réagi. Nous reviendrons également sur Jessica et Thibaut tout au long de l'émission. Est-ce que Jessica est devenue la risée des internautes? Thibaut Garcia fait polémique avec son fils, et enfin, il réagit à ces fameuses rumeurs de tromperie. On fait le point, je vous raconte. Évidemment, on a aussi un tour de
de l'actualité comme les apprentis au ski, est-ce que Victoria est encore enceinte ou encore Laura vs Nico et Steph. Une émission remplie d'actualité et d'exclusivité. J'espère qu'elle vous plaira. Nous commençons l'émission avec les stories de la semaine. Cette semaine, nous en avons 2 et je commence par vous parler de Jessica. Jessica Thivenin est devenue un peu la risée des internautes, mais surtout la cible de ceux-ci. Je vous raconte un petit peu parce qu'il y a une vidéo qui circule en ce moment et c'est ça qui est intéressant par rapport à Jess parce que c'est pas forcément la vidéo en elle-même, mais tout ce que ça a déclenché autour, le message qui semble être passé et c'est ça qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Pour vous expliquer, mais vous verrez la vidéo, on est sur une soirée avec ses potes, on a de la musique, des robes, des gens qui rigolent, il n'y a rien d'extraordinaire sur le papier, mais les commentaires racontent autre chose. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo et que j'ai vu les commentaires, on dirait qu'on a un revirement de situation et que les gens sont en mode et si finalement on n'allait pas prendre le dos de Thibaut. Je répète encore une fois parce qu'on va parler de plusieurs fois dans l'émission, il n'y a pas de camp à prendre en fait, il n'y a pas à se dire ah je soutiens Jess donc je déteste Thibaut, ah je soutiens Thibaut donc je déteste Jess. Moi je trouve que ça c'est pas correct du tout de notre part, nous les gueux internautes, de réagir comme ça. Je pense qu'on peut donner notre avis, c'est vraiment ce que je fais ici. Je pense qu'on peut dire oula ça c'est un peu bizarre et tout ça, c'est ce que je fais également ici, mais il n'y a pas à prendre position, à prendre des camps et à être en mode je vais brûler Jessica sur un bûcher comme si on la connaissait et comme si genre elle nous devait un truc. Et tristement, pareil pour Thibaut. Je dis tristement parce que lui, ce qu'il fait sur les réseaux, c'est chaud. Bon, depuis sa séparation avec Thibaut, l'image de Jess, elle a quand même beaucoup changé. On la voit moins dans des mises en scène très contrôlées comme c'était le cas avant, genre maison parfaite, famille parfaite, tout ça. Aujourd'hui, on la voit un peu plus spontanée, on la voit un peu plus mesurée, on la voit vraiment dans quelque chose de plus quotidien, authentique, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme des vlogs uncut, genre. Elle est très entourée, ça on l'a vu la semaine dernière, Manon Tanchi, Mélanie Dedigama et parfois Laura, merci pour vos commentaires la semaine dernière. C'est des gens qui remplissent cet espace vide laissé par Thibaut et qui lui tiennent compagnie. Et du coup, elle fait souvent des soirées avec ses filles. Enfin, avec les filles là, hein, pas avec ses enfants. Avec Mélanie et Manon. Et on a eu une vidéo extraite d'une soirée qui a fait polémique. D'où la story de la semaine. Et je tiens à préciser que la vidéo, c'est pas elle qui provoque la polémique, mais c'est ce qui en est dégagé selon les internautes. Donc c'est vraiment sujet à interprétation. Comme je vous l'ai dit, les images, on voit de la danse, de la légèreté, sauf que les commentaires parlent de Thibaut, en fait, comme si chaque apparition de Jessica devait être liée à lui, ce que je trouve un petit peu dommage parce que, par exemple, je regarde C'est la famille et aujourd'hui, 22 janvier, au moment où je filme, j'ai regardé l'épisode qui est sorti et on voit que Jess dit qu'elle veut avancer sans lui, qu'elle ne veut plus en entendre parler, qu'elle veut plus être liée à lui, etc., etc. Et c'est vrai qu'à chaque apparition de Jess sur les réseaux, tout le monde est là en mode ah mais Thibaut, ah mais Thibaut, ah mais Thibaut. Et je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de les lier ensemble par respect pour l'un et pour l'autre. On voit apparaître certaines phrases en mode « il a tout gagné »,« il est enfin en paix », ça donne pas du tout envie de la récupérer. C'est des mots qui sont tellement violents, pas forcément dans la forme et encore je trouve, mais dans ce qu'ils projettent en fait. Comme si une femme qui sort, qui rit, qui essaye de se changer les idées, qui essaye en fait de se libérer peut-être des moments compliqués qu'elle a vécu, eh bien ça renvoie un message négatif sur elle-même. Ça veut dire il a bien fait de la têche parce que du coup elle a changé, tu vois. Enfin je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça et j'espère que je serai pas le seul. Vous me direz ce que vous en pensez, mais enfin Jess ne fait rien de mal à part sortir et s'amuser et voilà, tu vois. Et en fait, c'est ce que je vous racontais notamment dans la vidéo sur Gaël Garcia Diaz et Enjoy Phoenix. Dès que quelqu'un poste ou parle ou peu importe, il y a toute une team qui va d'un côté et après il y a toute une team qui va de l'autre. Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça. Je vous laisse guetter cette vidéo et je vous en parle un petit peu. Comme je viens de le dire, en fait, ce qui frappe, c'est vraiment l'opinion qui se
retourne, mais d'un instant T en fait. Il y a encore peu, Jessica, c'était vraiment la personne qu'il fallait protéger. Et aujourd'hui, il y en a qui regardent cette vidéo et qui regardent Jess en se disant ah bah en fait Thibaut a eu raison de la tège, bah il va être beaucoup mieux sans elle, tu vois. Et je trouve que ça en dit beaucoup par rapport à nos rapports avec les médias et avec les réseaux sociaux. Les internautes, moi y compris, hein, on ne supporte pas trop le flou, la fameuse zone grise que j'arrête pas de nommer depuis 2026. On veut des rôles clairs parce que je pense que ça fait du bien au cerveau. Je pense que ça fait du bien aussi à la compréhension de ce qu'on regarde. Et du coup, on veut des rôles clairs. On veut un fautif, un gentil, un gagnant, un sauvé. Vous avez un peu compris l'idée. Et du coup, on interprète régulièrement les images qui nous sont données. Je trouve aussi qu'il y a une lecture un peu genrée par rapport à la vidéo et c'est sur ça aussi que j'ai creusé ici. Alors, je cite ce que j'ai écrit pour vraiment pas mélanger mes mots parce que vous me connaissez. J'ai noté qu'une femme entourée de ses amies féminines qui sort, qui danse, ça devient suspect, c'est trop léger, c'est pas assez vu, c'est pas assez mis en avant et du coup, il faut le critiquer. Et je trouve que c'est assez triste par rapport au récit de juste les femmes qui s'amusent, les femmes qui sortent, mais ça, ce n'est que mon avis. Et il y a aussi ce paradoxe que personnellement, j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Jessica montre qu'elle avance, montre qu'elle essaye d'aller mieux, montre peut-être qu'elle va mieux, et les gens ne sont pas OK avec ça parce qu'ils préféraient la voir dans sa rupture, ils préféraient la voir se livrer, ils préféraient la voir être pleine d'émotions, et du coup, bah, c'est assez cruel, mais c'est quelque chose que j'ai aussi vécu, je l'ai vu, hein, il y a eu un énorme pic sur mes vlogs quand j'étais en rupture, quand je pleurais tout le temps, quand j'étais triste. Et dès que j'ai commencé à aller mieux, eh bien, les gens, pas se sont désintéressés, mais n'étaient plus en mode bon, du coup, qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je pense que c'est un peu le côté, je vais pas dire voyeur, mais le côté on est proche des gens. Et du coup, je terminerai la story de la semaine par une question. Est-ce qu'on laisse vraiment aux gens le droit de se relever à leur façon ou alors est-ce que même à distance, on continue de commenter et de juger? Dans tous les cas, pour moi, je vous le dis et je le répète, il n'y a pas de camp à prendre et j'envoie tout mon soutien à Jess et aussi à Thibaut. Et c'est assez drôle que ma deuxième story de la semaine parle de Thibaut lui-même, comme ça on a un petit peu un comparatif, étant donné qu'il y a une nouvelle polémique autour de lui. Et là encore, c'est pas tant ce qu'on voit que ça réveille, c'est vraiment sa manière de parler. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Si vous avez regardé ma vidéo de début de semaine, j'en ai touché 2 mots et j'ai dit que j'en reparlerai aujourd'hui. Le jour est arrivé. Alors de son côté, à Thibaut, depuis son divorce, eh bien chaque fait et chaque geste qu'il fait est scruté, chaque phrase, chaque vidéo, chaque story. Et d'ailleurs, j'ai une exclue à vous partager à la fin de cette actu. Et en fait, il est devenu un peu, malgré lui ou non, vu ce qu'il poste, le réceptacle de toutes les frustrations et de toutes les attentes déçues des personnes. Et cette fois-ci, c'est un sujet qui est un peu plus touchy, étant donné qu'on revient sur sa façon d'être père. Vous allez voir. La semaine dernière, je vous en parlais, il y a eu une séquence dans sa nouvelle maison, une journée avec les enfants, un Lego détruit et une table fissurée. Rien d'exceptionnel quand on vit avec des enfants et lui il filme, il est dépité, il souffle, il dit que la table et les Lego représentaient des heures de travail et quand son fils demande qui va réparer, il répond que personne ne réparera et qu'il faudra racheter une table. Une réaction assez banale, fatiguée et dans les commentaires, eh bien ça explosait déjà. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a un détail que je n'ai pas noté la semaine dernière dans cette vidéo et que vous m'avez pointé, c'est la manière dont Thibaut parle. Mais en fait, vu que je l'entends tout le temps parler comme ça, notamment ici, vous allez le voir, c'est vrai que je ne l'ai même pas pointé, mais c'est vrai que la manière dont il parle devant ses enfants, ben, franchement, je suis désolé, mais je comprends que Jess pète un peu un câble parfois aussi. Rappelez-vous, dans cette vidéo, on l'a vu la semaine dernière, hein, les gens disaient, il va découvrir ce que c'est de gérer les enfants, il comprend maintenant pourquoi Jess mettait des règles, il a divorcé pour ça, et en fait, on voit que c'est pas forcément un père dépassé, mais on voit que c'est ce couple qui n'existe plus et qui finalement va peut-être apporter beaucoup de problèmes, entre guillemets, à Thibaut, lui qui n'a visiblement jamais géré avant. Et on a la deuxième vidéo, celle que je vous partage ici. Une vidéo qui est encore plus commentée. Alors, je vous explique, on entend Mylon pleurer en arrière-plan. En fait, il a perdu un jeu, il est frustré, il pleure, un enfant qui perd quoi. Thibaut, il est face caméra et il dit qu'il comprend pas les mauvais joueurs et qu'il trouve ça grave de pleurer pour un jeu. Sauf si évidemment il y a 1 milliard de dollars en jeu. Et là encore, on peut entendre une maladresse, une réaction d'adulte qui oublie ce que c'est d'avoir 6 ou 7 ans. Mais c'est pas tout. On va y revenir dans un instant. Mais bon, voilà. Les internautes, ils sont assez, comment dire, assez tranchés par rapport à cette vidéo. Moi y compris, hein, pour le coup, je vous le dis, je prends parti. Je le trouve dénué d'empathie. Il y a des gens qui disent qu'il ne comprend pas les sentiments. Au lieu de parler à son fils, il parle à son téléphone. Parce qu'effectivement, du coup, son fils, il pleure, il a perdu et tout ça. Et Thibaut aurait pu nous raconter ça plus tard. Mais non, il décide de prendre son téléphone et de documenter la scène pour montrer que son fils a perdu et qu'il pleure. Vous allez voir dans deux secondes. Il y en a qui disent que les enfants pourraient être plus heureux
heureux ailleurs. Et pour moi, je trouve qu'on critique plus la phrase ou la vidéo, mais on remet en cause Thibaut qui essaye d'exercer son rôle de papa. Vous allez voir cette vidéo et il y a aussi autre chose qui a frappé les internautes, c'est il pleure comme et après il se reprend et il y a beaucoup de gens qui disent que Thibaut voulait dire il pleure comme une fille, quelque chose qu'il n'a pas fait, ce qui voudrait donc dire que pleurer signifie être une fille, donc dans sa tête, suivant ces mots-là, ça serait être faible et heureusement il pense qu'il veut, hein, vous pensez ce que vous voulez par rapport aux pleurs, je m'en fous, mais heureusement qu'il n'a pas dit ça devant son fils parce que là franchement, je pense que ça aurait été le pom-pom sur la Garonne. En jeu, il a perdu, il pleure. Non mais c'est grave de pleurer comme pour un jeu, genre. J'ai jamais compris les mauvais joueurs. Non, je risque pas. J'ai jamais compris les mauvais joueurs. Bon, le dire la vérité. C'est pas grave, c'est pas grave. À part qu'il y a 1 milliard en jeu, là ouais, tu es deg, tu vois. Mais quand tu joues comme ça sans gain, genre sans rien, et que tu perds, j'ai jamais compris. Et en fait, je trouve que ce qui est troublant ici, c'est l'absence totale de nuances, comme si le contexte n'existait pas, comme si un enfant n'avait pas le droit d'être frustré, de perdre, comme si un enfant n'avait pas le droit d'être mauvais joueur. Après, effectivement, pour défendre Thibaut Garcia quand même, on voit seulement des extraits. On voit quelques secondes qui sont arrachées à une journée entière, sauf que sur les réseaux, eh bien, on voit surtout que Thibaut a le mauvais rôle. Après, si je peux me permettre, c'est lui aussi, encore une fois, qui prend son téléphone et qui documente tout ça. C'est lui qui choisit de nous montrer ça, c'est lui qui choisit de prononcer les mots, c'est lui qui choisit d'appuyer sur publier. Donc, à un moment donné, ce que je veux dire ici, c'est que oui, effectivement, les internautes vont en parler, surtout que Thibaut n'est pas très apprécié depuis son divorce. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Ce n'est point tout, étant donné que je suis tombé sur quelque chose sur les réseaux sociaux et il me semble que c'est Zora Pookie qui a posté ça. Zora Pookie est une blogueuse qui n'était plus présente mais qui est revenue et franchement, elle est au taquet. J'aime beaucoup. Ah bah, il n'y a plus, je suis assez deg. Bon, du coup, j'ai pu trouver ça chez DumpFR. En fait, c'est Aquababe qui avait posté ça. C'est écrit Thibaut Garcia se serait rapproché de Ilona de La Villa des Cœurs Brisés qui était là pour Giovanni, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on voit une capture d'écran téléphonique qui a été prise en photo sur un téléphone. Je vais y revenir. On demande à Aquababe, Thibaut Garcia toujours ses libres et c'est écrit, oui, d'ailleurs dimanche, il avait proposé de voir en date Ilona de la Villa des Cœurs Brisés ce mardi, hier, donc au moment où ça a été posté, donc le mardi de cette semaine. Elle avait posté ça dans sa story privée dimanche soir et on voit effectivement une capture d'écran de message de Thibaut qui dit « Maintenant tu me dis toi quand on se voit ». Elle dit MDR non toi, il dit « Ok bah mardi » et elle dit « Haha ok direct ». En vrai, je trouve que c'est ultra problématique de poster ça. Thibaut, je répète, hein, il est célibataire, il fait ce qu'il veut, voir des nanas, protège-toi, juste, tu vois, mêle pas tes enfants à tout ça non plus, tu fais ta vie. Mais par contre, là, c'est un peu genre le piéger, le poster, savoir que ça va être repris parce que story privée, ok, mais du coup, il y a des gens qui vont le reprendre et qui vont envoyer. Et premièrement, c'est illégal de faire ça. Et deuxièmement, je trouve que c'est vraiment essayer de remettre de la sauce sur quelque chose qui est déjà très piquante. Et franchement, en ça, je trouve que ça se fait pas. C'est pas pour défendre Thibaut Garcia sur tous les points, mais je pense qu'il faut aussi savoir être objectif. Et pour le coup, ça me dérange, ça se fait pas et je trouve pas ça cool. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais pour le coup, je voulais au moins revenir sur ça par rapport à Thibaut aussi, parce que je vais vous abonner sur les réseaux sociaux et mon émission oblige, il faut parler d'exclusivité aussi, voyons. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, on va pouvoir passer au Top Actu. Top Actu avec 3 actualités, j'espère que vous êtes prêts. Allez, je vous spoil un petit peu. On parle de Poupette Kenza en 100, tout sur les anges et le retour, le teaser est sorti d'ailleurs. Nabila passe un test de QI, vous allez voir, on a des petites actus assez divertissantes avant de passer au lourd juste après dans le cœur actu. On se retrouve dans un instant, c'est parti pour le Top Actu, let's go, jingle. Pour le Top Actu, je commence donc par vous parler de Poupette Kenza. J'ai vu ça passer sur Gossip Room. J'ai pas suivi l'actualité avant de l'écrire. Je l'avais absolument pas vu sinon. Et on va pas se mentir, avec Poupette Kenza, il y a souvent des images qui mettent mal à l'aise. Des fois, c'est carrément unanime, même quand on dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et c'est ce qui s'est passé autour de Poupette Kenza ces derniers jours. On ne parle pas d'un simple clash ou d'un drama au sein d'un couple, etc., mais d'une vidéo où elle apparaît en sang après un geste de son mari. Et Alan est devenu évidemment, encore une fois, la risée des internautes et surtout un sujet de débat. Je vous rappelle aussi que toutes les 2 semaines, on apprend qu'ils sont plus ensemble, qu'ils veulent se divorcer, mais finalement ils sont ensemble, et finalement ils sont des bisous, et finalement ils sont plus ensemble. Bref, ils essayent de buzzer comme ils peuvent, sachant qu'on m'a dit que Poupette n'avait plus Snapchat, donc il faut bien faire parler ailleurs, notamment sur TikTok. TikTok qui est vraiment l'application sur laquelle tu peux dire n'importe quoi et tout le monde te regarde. Petit contexte et petit throwback, ces derniers mois, Poupette et Alan
Alan ont occupé l'espace médiatique de manière assez chaotique, si je peux me permettre, sans jugement aucun. Il y a eu l'annonce du divorce, très exposée, très détaillée, des messages privés rendus publics, des accusations, des justifications. Presque sans transition, on a eu une réconciliation. Après, nous, on a vu sur Twitch Poupette qui reparle de Alan en disant qu'elle en veut plus. Elle avait dit ça en story et finalement, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis finalement, on les revoit ensemble. Voilà, franchement, je ne comprends pas ce couple et j'ai arrêté de suivre parce que pour moi, c'est du buzz pour du buzz. Mais là, on est sur quelque chose de grave, donc je souhaitais en parler avec vous. Et arrivée une soirée qui a fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous parle de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Rabat. C'est une ambiance qui est censée être festive, un match qui a été regardé en couple par Poupette et Alan, une rivalité bon enfant en apparence, elle supporte le Maroc, il supporte le Sénégal. Et elle filme, comme d'habitude, elle documente, elle taquine, elle raconte à sa commu, et à un moment, Alan lance un ballon. Un geste qui, dans sa tête, est une plaisanterie, sauf que le ballon percute le téléphone de Poupette et le téléphone frappe violemment son arcade sourcilière. La suite, on la connaît, je vous l'ai déjà dit, du sang, une arcade ouverte ou presque, et elle filme, elle montre, elle dit qu'elle ne sait pas si c'est grave, qu'elle ne voit pas très bien, et même si le saignement s'est arrêté assez vite, même si elle rassure, l'image elle est déjà là, et une image comme ça sur les réseaux, ça disparaît pas et ça fait du bruit. Alors déjà, permettez-moi, pourquoi tu filmes? Va dans ta salle de bain, regarder si c'est profond, si c'est ouvert, si tu as besoin de désinfecter. Enfin, je sais pas pourquoi tu filmes. Tu te prends un ballon qui se prend ton téléphone, qui te tape la tête. Le seul truc que tu te dis, c'est pour te voir. Ah bah attends, je vais filmer comment elle est mon arcade. Mais c'est vraiment la génération, maintenant, je ne peux plus. Genre, vraiment, je ne peux plus. Évidemment, ça fait du bruit et très vite, je mets des guillemets, Kenza supprime la photo et elle prend la parole pour calmer le jeu. Elle dit qu'elle a posté volontairement pour éviter que plus tard on l'accuse d'avoir caché des violences conjugales. What the fuck? Elle insiste sur le fait que c'était pas intentionnel, que Alan s'est excusé, qu'il faut pas s'inquiéter et on sent dans ses mots qu'elle veut contrôler cette histoire. Elle veut reprendre la main sur ça avant que d'autres le fassent à sa place, comme ça a été le cas dans les médias. Mais du coup, pourquoi tu postes? Sauf que le problème, c'est que le mal est déjà fait. Sur Twitter, les images tournent, j'en ai trouvé, les réactions s'enchaînent, il y en a qui sont très dures envers Alan, il y en a d'autres qui s'en prennent directement à Poupette, l'accusant d'en faire trop, de créer du drama et de le faire passer pour un monstre. Et il y a évidemment cette zone grise, la zone floue, très inconfortable, où il y en a qui disent c'est pas bien, mais c'est pas intentionnel. Et en vrai, moi je vais être honnête avec vous, des accidents ça arrive, tu vois. Bon, après, pourquoi est-ce que Alan lui envoie un ballon dans la tronche? Ça, c'est une autre situation. Mais ce que je veux dire, tu peux tomber et te faire mal à l'arcade sourcilière, tu vois. Genre, il y a des accidents qui arrivent, c'est pas forcément des violences conjugales. Après, là, on rappelle quand même qu'il lui a envoyé un ballon parce qu'il y a eu une rivalité. Donc, dans tous les cas, il s'est dit c'est une plaisanterie d'envoyer un ballon dans la tête de sa meuf, femme, ex, on sait pas. Moi, je trouve, et c'est pour ça que j'ai écrit dessus, qu'il y a plusieurs choses à tirer dessus. Premièrement, il y a le couple, il y a aussi la violence, même accidentelle. Il y a la mise en scène de l'intime, parce que tout ça est filmé, c'est mis en scène. Et il y a le passé de ce duo qui est déjà marqué par des accusations, des ruptures, des retours en arrière. Il n'y a rien en fait qui arrive en mode cheveux sur la soupe ici. On est vraiment sur ce couple qui fait tout le temps parler, parfois pour les mêmes raisons, qui a des choses sombres autour d'eux. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que les gens aussi se posent des questions et peuvent s'inquiéter. On peut entendre le discours de Kenza, on peut comprendre sa peur d'être accusé, son besoin d'anticiper les interprétations, mais on peut aussi comprendre le malaise des internautes. Voir une femme ensanglanté, je vais dire, même en disant vous inquiétez pas, ça active quand même les alarmes collectives. Il y a des gens qui se posent des questions. Les réseaux ne savent pas faire la différence entre prévention, voyeurisme et responsabilité, surtout quand on suit quelqu'un comme Poupette. Je vous pose une question plus large que je pose tout le temps, mais je l'ai noté quand même. Jusqu'où on peut aller pour tout montrer? Pourquoi tu montres ça? Pourquoi vous montrez ça? Pourquoi vous choisissez de publier ça? C'est-à-dire le ballon qui est envoyé dans la tronche de Poupette. Moi, je trouve ça pas ok du tout. Mais le fait que ce soit filmé et envoyé, c'est pas instantané, elle était pas en live d'après ce que j'ai compris, donc c'est elle qui a choisi de publier ça. Enfin je sais pas, moi si je filme un truc et je me dis oh non tu vois ça peut être mal interprété ou ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, tu ne le postes pas. Elle a choisi d'appuyer sur publier et c'est ça que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'elle peut dire oui mais je voulais pas nanana, mais alors que vous choisissez de poster. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que ce genre d'image ça laisse des traces, même quand on tente de les expliquer, même quand on les retire. Et la vraie question est peut-être pas de savoir qui a tort ou a raison, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé, pourquoi est-ce qu'on poste ce genre d'image. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est parce qu'il vient de te Les faire filles, chier. voilà, il est pour le Sénégal. Non, mais il est pour le Sénégal. Tellement elle a la rage de mon pays ici. Là, tout à l'heure, il dit quoi? Allez, Liman! Aïe! Non. Allez.
Tout sur les anges de la télé-réalité. J'ai fouiné, je suis là pour vous. Cop Cop Investigation. Il y a des annonces qui réveillent immédiatement des souvenirs. J'ai pas réussi à le dire, mais immédiatement des souvenirs pour toute une génération. Et le retour des anges de la télé-réalité après 5 ans d'absence, ça fait partie de ça. Le programme, qu'on le veuille ou non, a marqué une époque et aujourd'hui, on décide de le voir de retour. Les anges reviennent en 2026 sur TFX et sur TF1+, je vous l'ai déjà expliqué. C'est un détail d'ailleurs qui n'est pas forcément anodin parce qu'on sait que le streaming est de plus en plus prisé. Donc effectivement, avoir ça sur TF1+, c'est extrêmement intéressant pour les internautes et pour la prod. D'ailleurs, petite blague à part, mais moi je regarde pas la télé. Genre tout ce que je regarde en télé-réalité, c'est sur les plateformes, c'est sur M6+, TF1+. Je regarde pas du tout la télé. Ma télé, quand elle est allumée, c'est pour avoir un bruit de fond pour Bibou quand il est seul à la maison, que je vais en course, etc. parce que ça l'apaise. Mais sinon, moi, je regarde tout en streaming. Bon, je regarde sur la télé, mais je veux dire, je regarde sur les applis. Après, c'est parce que je les paye, du coup, j'ai pas de pub aussi. Sur le fond, TF1 promet un retour à l'ADN du programme des projets professionnels, ce qui à l'époque faisait toute la différence entre Les Anges et d'autres émissions. En gros, chaque candidat va arriver avec un objectif, une carrière à lancer, une reconversion à tenter, un réseau à construire. En théorie, on n'est pas là juste pour s'embrouiller, mais pour mériter quelque chose. On verra bien. Pour incarner ce virage, on a une nouvelle figure, Isabelle Matuidi, entrepreneuse installée à Miami et marraine de cette nouvelle saison. Son positionnement, il est très clair, rien n'est donné, tout se mérite. Elle est là pour encadrer, challenger, confronter les candidats à la réalité du monde professionnel. Donc on sent encore une fois une envie de crédibiliser le concept, de montrer que ce retour n'est pas simplement de la nostalgie facile, mais que ça va devoir être mérité. On a aussi Fabrice qui est de retour, le parrain historique des anges, qui fera un petit retour ponctuel pour le coup, notamment lors de rendez-vous clés à Los Angeles. Sa présence, c'est un clin d'œil évidemment. Fabrice, il a toujours été présent dans Les Anges et donc le revoir, c'est un petit peu normal si je peux me permettre. Autre nouveauté, Jazz Correa. Et oui, elle a un rôle. Ancienne candidate emblématique. Moi, franchement, ça m'a dégoûté de voir Jazz, mais bon, ok. Elle revient pas comme une participante, mais comme une passeuse. En fait, elle va sélectionner 3 anges pour des entretiens en tête-à-tête hors de la villa, enregistrés sous forme de podcast. Et là aussi, on voit que l'ancien va se mêler au moderne. Ce que j'ai trouvé assez fun, ironique ou je sais pas, c'est le Jazz va sélectionner 3 candidats pour un tête-à-tête exclusif enregistré en podcast. La dame est la reine de Dubaï. C'est-à-dire que genre, on va être honoré d'être sélectionné par Jazz pour faire un podcast avec elle. Genre, elle a fait quoi par du trading et adopter des animaux, acheter d'ailleurs des animaux qu'on ne voit plus. Vous me dites? Bon, on le sait quand même, les anges, ils ont lancé pas mal de carrières télé, Nabila, Thibaut Garcia, Sarah Frézou, Aurélie Dautremont et Jazz elle-même. On a plein de choses qui sont sorties. Je vais vous lire la story de Jazz et après, je vous parle du teaser que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Jazz a en effet pris la parole en disant, je cite, « Ça y est, c'est officiel. Très heureuse de co-animer cette nouvelle saison des Anges aux côtés de ma copine Isabelle qui sera votre marraine et moi votre ange gardien et à la tête d'une nouvelle chaîne podcast pour TF1+. Je sais que le retour des anges suscite beaucoup de réactions et c'est justement pour ça que cette saison sera différente de tout ce que vous avez connu. Une nouvelle énergie, une nouvelle vision, plus de vérité, plus d'humain, plus de bienveillance. » Elle laisse sous-entendre qu'il n'y en avait pas avant, c'est bien, ça rejoint ce que Natania et d'autres ont dit. Les anges reviennent mais pas comme avant, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, à très vite. Donc ça c'est la story de Jazz, mais c'est pas tout parce que au moment où je me préparais, j'ai également vu que TFX a lancé le teaser des anges. Vous le voyez défiler à l'écran, on a des candidats cachés avec une tablette, littéralement, genre il y a la tablette qui cache leur tête. On reconnaît Vivian, évidemment. Le deuxième devrait être Ahmed, le troisième je ne sais pas, quatrième je ne sais pas, la blonde je pense que c'est Maïsan, la personne métisse je pense que c'est Neverly et il y en a que je n'arrive pas à reconnaître. Je pense bien à Sarah Frézou aussi qui peut être de retour. Et quand on regarde les commentaires, on voit Vivian, on voit Giovanni également qui revient, Ahmed également et Raphaël Pépin. Oh my god, j'espère pas. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai reconnu Vivian, Maïsan, Catel, je crois, je suis pas sûr, Ahmed, Greg et Neverly. Vivian, Simon Ferro, Catel, Constance, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a mis Chine, Outlet, ça promet. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est vrai que cette nouvelle saison va faire parler.
Je termine le top actu avec Nabila qui a passé un test de QI. Alors franchement, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. On va regarder. En fait, il y a des gestes qui semblent anodins, mais pour Nabila, passer un test de QI, c'était un peu attendu pour tout le monde, hein. Et donc, elle a décidé de montrer le résultat. C'était pas un défi intellectuel ou une provocation. C'était peut-être un réflexe de défense pour dire je ne suis pas que du shampoing. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme si après des années de moquerie, elle avait ressenti le besoin de poser un chiffre, quelque chose de concret, pour répondre à une caricature qui lui colle à la peau depuis toujours. Depuis 10 ans, allez. Nabila, on la connaît à travers une phrase qui est devenue culte. La phrase avec non mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est vrai que c'est une manière de parler qui à l'époque a été parodiée, moquée et figée, mais qui a lancé sa carrière et elle a su utiliser ça pour faire d'autres choses et parfois de belles choses. Sauf qu'il y a toujours cette idée qu'elle serait vide, bête, limitée, qui est là sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec tellement de gens. Il y a beaucoup de gens qui, malgré eux, ont une étiquette et gardent cette étiquette à vie, alors qu'ils ne sont pas que ça et ils sont plein de choses. Mais voilà. Il y a quelques semaines, on l'a vu à une émission de divertissement sur TF1 qui a fait beaucoup rire. C'était une émission avec du QI, avec de la culture générale, etc., etc. C'est une émission qui est apparue sur TF1. Elle était très spontanée, très à l'aise avec l'autodérision. Elle assumait ses maladresses. Elle jouait aussi avec l'image qu'on attendait d'elle parce que, évidemment, si on invite Nabila dans ce genre d'émission, bien, on va pas se mentir que la prod attend quand même une certaine image, même si je trouve ça un petit peu réducteur. Mais il y en a beaucoup qui ont trouvé ça rafraîchissant, qui ont beaucoup aimé. Il y en a qui ont dit qu'elle savait rire d'elle, qu'elle savait faire également du divertissement malgré toutes ces années qui sont passées. Et c'est dans ce contexte qu'on a eu cette information. Elle a passé un test de QI. Pas hier, pas en réaction directe à une attaque, mais il y a quelques temps. Et elle montre le résultat. 98. C'est un chiffre qui n'a rien d'exceptionnel, rien de spectaculaire, c'est un score dans la moyenne et c'est justement là que tout se joue. Parce que Nabila, elle ne veut pas chercher à montrer qu'elle est plus intelligente que les autres, elle cherche à dire l'inverse qu'on lui reproche depuis le début, genre elle est bête, elle est vide. Non, elle est juste normale. Après, question, est-ce que pour vous le QI, genre le chiffre et le nombre QI, c'est quelque chose qui a une grande valeur? Est-ce que pour vous, ça a une valeur directe en mode t'as un gros QI, t'es forcément intelligent, ou alors c'est quelque chose qu'on peut cultiver, etc. C'est-à-dire, ça se trouve, une personne avec un faible QI peut avoir beaucoup plus d'intelligence sur d'autres sujets qu'une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bizarrement, ce qui est assez frappant, c'est qu'un résultat banal, c'est devenu un événement médiatique. J'ai vu tellement de gens en parler. Collectivement, il y a tellement de gens qui ont intégré l'idée qu'elle était stupide que le simple fait qu'elle soit dans la norme, ça devient surprenant. Et permettez-moi de vous le dire, mais moi perso, je trouve ça violent de ouf. Genre la dame, juste, elle est dans la norme et elle se fait critiquer en fait. Et Nabila, elle avait déjà parlé de l'école en plus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait dit qu'elle regrettait d'avoir quitté l'école trop tôt, que c'est quelque chose qu'elle regrette dans sa vie, qu'elle aurait aimé aller plus loin, qu'elle aurait aimé apprendre davantage, qu'elle aurait aimé avoir plus de culture générale. Elle dit pas ça pour attendrir les internautes. Elle dit ça avec une certaine lucidité finalement. Elle dit qu'il y a quand même une sorte de manque, un petit vide et une forme de tristesse dans le fait de ne pas avoir pu d'avoir quitté l'école tôt. Et moi, je trouve qu'on touche à quelque chose de très humain. Derrière le personnage public, il y a quelqu'un qui a grandi trop vite. Il y a quelqu'un qui regrette en fait d'avoir grandi trop vite. Et il y a quelqu'un qui aurait voulu avoir le temps de réellement se construire. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important à en tirer au lieu de critiquer le fait qu'elle n'a pas de shampoing et que c'est une fille. Bref, montrer son QI, c'est pas une démonstration. Je pense que pour Nabila, c'est presque un aveu, contrairement à d'autres, n'est-ce pas Maïsan? L'aveu qu'elle a été touchée, atteinte, fragilisée par des années justement de jugements assez simplistes. Ce qui interroge vraiment au fond, ce n'est pas le résultat, c'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se justifier. Pourquoi une femme identifiée à la télé-réalité doit constamment prouver qu'elle sait penser, qu'elle sait réfléchir, qu'elle sait comprendre. Moi, Nabila, je trouve que c'est quelqu'un qui est très intelligente, sur plein d'aspects d'ailleurs, un petit peu comme Maëva Guénam. Elles savent très bien mener leur barque et elle a su tourner tout ce qui a été dit sur elle en d'autres choses. Et aujourd'hui, elle n'a pas construit un seul, mais plusieurs empires. Et on va pas se mentir, ça reste quand même la figure incontournable de télé-réalité. C'est ainsi qu'on termine le Top Actu. Aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver dans mon avis sur dans un instant, mon avis sur les apprentis font du ski. Vous allez voir, j'ai tout guetté. Genre vraiment, j'ai tout guetté, tout ce qui est sorti jusqu'au moment où je filme. Et j'ai des choses à dire, donc on va se retrouver tout de suite après le jingle. C'est parti, let's go, mon avis sur...
Ceci est votre rappel pour boire de l'eau les amis, parce que c'est très important. Vous savez que je bois de moins en moins d'eau et je le ressens de ouf, déjà que ce soit sur ma peau et sur mon énergie en termes général. J'ai l'impression d'être un cactus desséché. J'ai besoin d'eau en fait, on a tous besoin d'eau. L'eau c'est important, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Alors, comme j'ai dit, j'ai envie de vous parler un petit peu des apprentis qui font du ski. Cette phrase, les apprentis qui font du ski. Bref, les apprentis au ski quoi. J'ai regardé tout ce qui est sorti jusque-lors, donc j'ai regardé jusqu'à l'épisode du jeudi 22. Et je voulais vous en parler, j'ai passé ma nuit à regarder, hein. Genre vraiment j'avais rien regardé, j'ai dû tout rattraper. Et je voulais vous en parler parce que bah franchement je vais regarder pour vous, mais je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout le move, c'est tellement surjoué j'ai l'impression. J'aime bien le fait qu'il y ait des candidats qu'on n'ait pas vus depuis longtemps. J'aime bien le fait qu'il y ait une diversité en termes de candidats, ça j'avoue. Par contre tu vois, revoir un Robin qui arrive en nous expliquant déjà qu'il est là pour mettre des problèmes. Enfin la flemme tu vois, Laura Marco, c'est bon on a compris, ils vont se tourner autour et finalement ça va être fini pour de bon. Enfin voilà tu vois, Solène, Anthony, tu les vois arriver à des kilomètres. En fait c'est toujours les mêmes rouages avec des personnages différents et bah ça me gave un peu. Si ça avait été full jeu, full compète, pourquoi pas. Il y a beaucoup de compètes, genre pour le moment on parle quand même beaucoup de ça, c'est un peu le but tu vois, aussi les associations et tout, mais c'est tout le temps entrecoupé de séquences où genre t'as Kevin Gage qui va dire à Solène oh tu devrais masser Anthony pour que ils soient en forme pour les épreuves et tout ça. Mais wesh, c'est Tinder le bail ou quoi? Enfin, je sais pas, ils sont là pour une compétition, ils sont pas là pour trouver l'amour. Ils se sont trompés d'émission, j'ai l'impression. Et en même temps, c'est pas forcément eux, je pense aussi que c'est la prod, parce que la prod choisit de laisser ça. En fait, eux, ils ont le droit d'avoir des conversations, mais la prod choisit de laisser ces moments tout en sachant que ça va potentiellement faire parler. Mais je crois que la prod de Bunny J n'a pas compris qu'on en a marre. On en a marre de voir une fille qui est là pour se rapprocher d'un gars. On en a marre de voir un faux couple en rapprochement qui se rapproche, puis finalement non. On en a marre de voir des gens qui sont là juste pour aller faire des problèmes. Désolé Robin. Franchement, j'ai regardé et je compte regarder. Je regarderai le soir avant de dormir. Super pour la berceuse. Pour vous en parler au fur et à mesure et être au courant de ce qui se passe. Mais je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier en regardant ça. Et c'est que les 4 premiers épisodes. C'est censé être super intéressant au début. T'es censé être catché par le truc. Mais rien qu'au début où t'as Benoît qui annonce les candidats et qui hurle dans le micro qu'ils ont été obligés de désaturer. Enfin, franchement, ça fait très cheap, je trouve. Donc après, oui, c'est spontané. Enfin, Benoît, il a toujours été comme ça, mais dans ce cas-là, lui donnez pas un micro, laissez-le juste crier, tu vois. Je sais pas, je trouve ça fait très cheap. J'accroche pas. J'arrive pas du tout à accrocher. Je sais que beaucoup l'année dernière, comme moi, n'arrivaient pas à accrocher non plus aux apprentis. Peut-être qu'il y en a qui arrivent cette année. Peut-être que le casting vous donne envie aussi. Moi, franchement, le casting sur le papier me donnait grave envie, mais en fait, bah là, tu vois déjà les clans qui se forment. En plus, excusez-moi, mais je trouve aussi que les équipes sont ultra déséquilibrées. L'équipe de Laura. On va pas dire qu'elle est avantagée, mais bon quand même, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal avec ce que je vois. Et en fait, quand je vois ce programme, je vois W9, quoi qu'il. C'est-à-dire que ça se voit que ça a été fait par la prod qui gère les téléréalités sur la chaîne W9 et c'est triste. C'est-à-dire qu'à comparer, franchement, je vais peut-être regretter ce que je dis, mais je crois que j'ai plus hâte de voir le retour des anges sur 4 premiers épisodes que les apprentis au ski qui font du ski là. Enfin, ils sélectionnent des candidats qui n'arrivent même pas à marcher dans la neige. Désolé Olivani, que d'ailleurs j'adore, je suis très content de la revoir. Mais voilà, tu vois, genre, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui leur passe par la tête? J'arrive pas à comprendre. N'hésitez pas à me dire si vous avez guetté cette émission, mais franchement, moi j'ai du mal. J'arrive pas à accrocher. Après, c'est comme tout, hein. Au début, j'aimais pas les brocolis, maintenant je m'en fais 4 fois par semaine. Peut-être que j'arriverai à regarder au fur et à mesure, mais j'avoue que pour le moment, bah, c'est pas trop mon kiff, c'est pas trop mon délire. Donc, bah, comme la fin de The Cerveau, finalement, la fin de Cerveau, je regardais dans mon lit avant de dormir pour au moins être au courant de ce qui se passe et vous en parler. Et du coup, bah, je pense que c'est ce que je vais faire aussi ici avec les apprentis qui font du ski, quoi. Ça m'apprendra peut-être à mettre des patins, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, vous me direz si vous regardez et ce que vous en pensez, mais moi j'avoue, c'est pas trop mon délire pour le moment. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui, ce qui signe la moitié de l'émission. On va se retrouver dans un instant pour Sur le Vif, le cœur actu, l'actu influence et non pas international, le gros dossier et l'Astro Actu pour terminer l'émission. Et ça, c'est dans la deuxième partie de Mixosity. Avant de continuer l'émission, n'oubliez pas de déposer votre petit like si ça n'a pas été fait. On a dépassé les 1000 la semaine dernière. Je sais qu'on peut le refaire du coup. Je pensais qu'on n'en était pas capable, mais en fait on peut. Donc vous attendez quoi? S'il vous plaît, ça aide beaucoup. Objectif 70 000 abonnés cette année. Et pour le premier emoji de la semaine, j'aimerais voir un lion dans mon espace commentaire. C'est l'animal que j'ai choisi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il est majestueux. J'avais envie. Hop, un lion dans l'espace commentaire. Les lions en signation
signe astrologique, vous allez être ravis. C'est vous qu'on met à l'honneur, on sait que vous aimez ça, donc n'hésitez pas à mettre un emoji lion à la fin de votre commentaire si vous réagissez à l'actu, ou simplement l'emoji ou le mot lion dans l'espace commentaire. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de Mixosotti. J'ai dit Mixosotti, mon dieu. Bref, c'est parti, jingle. Trois actualités sur le vif. Aujourd'hui, nous parlons de Greg, de Sarah Frézou ou encore d'Amélie Netten. Nous commençons avec Sarah Frézou qui continue de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle est en vacances en Thaïlande avec son compagnon Smaïl et l'influenceuse a partagé plusieurs vidéos qui ont rapidement déclenché une avalanche de réactions. Tout commence avec une séquence où elle raconte très enthousiaste avoir reçu un cadeau de son chéri. Mais son récit a été jugé confus par les internautes. Rappelez-vous, c'était l'histoire du sac. Bref, maintenant nous avons plein d'images en Thaïlande qui prennent le relais. Soins beauté en couple, repas au restaurant, balades et cocktails au coucher du soleil. Des moments de vacances classiques, mais qui inspirent des commentaires parfois très mordants. Certains internautes ironisent la relation, d'autres prêtent des intentions cachées à chaque geste. Fascination, sarcasme et humour cruel, une chose est sûre, chaque apparition de Sarah en couple continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Il y avait tellement de vidéos que je n'ai pu en choisir que une que je vous laisse regarder. Regardez-moi cette beauté, machallah, il a faim. Il a faim. Écoutez-moi, quand il a faim, faut pas lui parler. Là encore, il est dans la tolérance, il sourit encore. Non, quand t'as faim, t'as faim. Mais là, je vous dis, là, il tolère. Là, il est poli. Là, il est poli encore. Et t'as pris des couleurs aujourd'hui? Ouais. Ouais, non, mais t'es encore blanc, mais très propre. Tu vois, c'est ça ton problème. Le nom d'Amélie Netten ne fait plus vraiment surface. Au mois de janvier, elle s'était retrouvée au cœur d'une polémique après la victoire de Marine à la Star Academy. On en avait parlé, elle dénonçait ce qu'elle appelle du racisme anti-blanc, une prise de parole qui avait fait énormément débat sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est son passé qui ressurgit, brutalement, à travers une histoire que le public n'a jamais oubliée. Sa relation avec Senna dans Secret Story. Un couple mythique marqué par une relation intense, conflictuelle, devenue culte pour toute une régénération de téléspectateurs. Invitée récemment dans une nouvelle émission, la compagne actuelle de Senna est revenue sur la période d'Amélie et de Senna, évoquant des comportements excessifs, allant jusqu'à parler de violence psychologique et d'intimidation. Selon Marine, la compagne de Senna, ces scènes avaient impliqué Amélie à l'époque, mais si ça avait été un homme, la lecture médiatique aurait été différente. Des propos qui relancent un débat sensible sur la violence au sein d'un couple, qu'elle soit psychologique ou non, mais des propos que Amélie a décidé de contrer. Elle a tenu à réagir et elle s'est retrouvée une nouvelle fois au centre de controverses. Je vous laisse regarder sa réaction. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez à la télé, je sais pas, peut-être que tu m'avais dit tout à l'heure que tu regardais Secret Story à l'époque. Elle était c'était mariée même. Oui, avec bien Senna. sûr. Je connais Amélie de la télé-réalité. Maintenant, j'ai pas forcément d'avis très précis sur elle. Moi, maintenant, avec du recul, maintenant que je suis avec Senna, quand je vois comment elle s'est comportée avec lui dans l'émission, voilà. Comment elle s'est comportée avec lui dans l'émission avec du recul? Bah, j'ai trouvé... Voilà, on a regardé Secret Story pour refaire une vidéo YouTube, donc on a revu des séquences. Moi, je trouve que c'était too much. Je sais pas si ça aurait passé à la télé, c'était l'inverse. C'était un homme qui avait passé son temps pendant 3 mois à hurler sur une femme comme ça tout le temps, en fait. Je trouve ça choquant. Moi, je vois toutes les séquences, elle lui hurle dessus. Enfin, moi, je connais Senna, c'est pas un mec... on se dispute. Quand on se dispute, on ne hurle pas. Enfin, il est très calme, il est très posé, etc. Voilà. Après, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais bref. Je termine les actualités sur le vif en vous parlant de Greg Yega. Greg Yega qui pensait sans doute faire parler de lui pour des raisons plus légères. Bon, ces derniers jours, il s'est retrouvé au cœur de l'actualité. On l'a vu, des rumeurs, des confidences personnelles et cette fois-ci, une révélation amoureuse. Tout avait commencé avec une vidéo où il installait ses décorations de Noël. Tout le monde l'avait accusé de chirurgie esthétique et depuis, ça s'était un peu calmé. Il avait même disparu des réseaux sociaux avant de réapparaître pour nous parler du mariage
mariage de Maeva Guénam. Mais cette fois-ci, eh bien, Greg n'est plus célibataire. Aquababe confirme une rumeur. Greg serait en couple avec Constance Liorca, tentatrice de la dernière saison de l'île de la Tentation. Une nouvelle relation qui ouvre un chapitre et qui, une fois encore, ne manque pas de faire réagir les internautes. J'ai d'ailleurs trouvé une vidéo très mignonne sur TikTok que je vous laisse regarder. Nous commençons le cœur actu avec Chana Cres qui attaque Thibaut Garcia. Je pense que c'était le truc de la semaine. Je voulais à tout prix le mettre ici. J'en ai beaucoup parlé cette semaine, mais franchement, je sais qu'il y a des gens qui ne regardent que Mix the Tea et du coup, je me suis dit, il faut le mettre dans cette émission. Chana Cres attaque Thibaut. Il y a des conflits qui ne veulent pas mourir. Il y a des histoires qu'on croit enterrées mais qui ne font que ressortir. Et depuis le divorce très médiatisé de Jess, Thibaut il est dans une position fragile sur les réseaux sociaux. Comme on l'a vu au début de l'émission, tout est scruté. Et on a Chana Cres. En fait, c'est une histoire d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui serait là, 300 000 € selon Chana, qui correspondrait à sa part de dividendes dans leur ancienne société B. Bryans, créée à l'époque où ils étaient en couple. Ce qui frappe pour les internautes, c'est le timing. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Chana a gardé le silence des années et que depuis des mois, elle décide de parler, de raconter, de poser des chiffres, de dire que depuis 2017, elle attend et surtout de dire qu'elle n'attendra plus passivement. Donc, elle veut faire appel à la justice. Elle dit qu'elle a une nouvelle avocate, qu'elle remercie sa communauté de l'avoir boostée. On sent vraiment la bascule. Elle veut récupérer l'argent, notamment pour sa famille et les économies pour son fils. Mais là où l'histoire prend un tournant particulier, c'est dans la forme choisie. Parce qu'au lieu de longs discours ou d'une story grave comme elle a déjà fait, Chana elle a décidé de chanter sur TikTok. Une chanson directement adressée à Thibaut. Rends mon argent, répété en refrain. 8 ans d'absence résumés en quelques punchlines. Elle parle de voyage, de best life, de voiture. Elle parle d'un millionnaire qui oublie ses dettes et elle tag en hashtag directement rends l'argent à Chana. C'est vraiment une mise en scène qui a fait beaucoup rire. Les internautes ont adoré. Franchement, la toile a adoré. Les commentaires ont fusé. Il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui ironisent. Il y en a qui disent qu'on transforme l'affaire juridique en un divertissement collectif. Il y en a qui se moquent gentiment, il y en a qui sont assez violents. Encore une fois, on n'est pas là pour s'acharner sur une personne, on n'est pas là pour cautionner un harcèlement quelconque sur les réseaux sociaux. Mais si je suis honnête avec vous, je comprends que Chana essaye par tous les moyens de faire bouger les choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas trancher sur le fond, parce qu'on n'a pas les documents, on n'a pas les décisions de justice, on n'a pas la version complète de ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que cette séquence dit beaucoup de choses sur notre génération. La manière dont les conflits privés se transforment en contenu public, la manière dont un TikTok devient viral, la manière dont les gens pour le moment sont du côté de Chana, mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, il suffit que Thibaut raconte quelque chose qu'on ne sait pas et bam, tout le monde va pouvoir retourner sa veste et être pro Thibaut Garcia. En fait, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux et c'est des choses qu'il faut garder en mémoire et en tête qu'on a une version. Donc après, effectivement, on parle quand même d'argent. Moi, j'ai vu Chana pleurer et tout. Pour le moment, je crois ce que Chana dit. Mais ça se trouve, on ne sait pas tout. Je me fais l'avocat du diable. Je ne vous dirai pas qui est le diable. Et il y a Thibaut au centre de tout ça. Thibaut qui ne répond pas, qui répond très peu. Un silence qui est directement interprété. Pour certains, c'est une preuve. Pour d'autres, c'est une stratégie en mode il fait tout pour que ça dure le plus longtemps possible et que Chana lâche l'affaire. Et il y en a qui pensent que c'est une incapacité à gérer plusieurs fronts à la fois. Parce que entre le divorce, la parentalité scrutée, les critiques permanentes et maintenant cette affaire, il est devenu une sorte de cible idéale, Thibaut Garcia, qu'on le veuille ou non. Ce dossier pose aussi une question beaucoup plus large. À quel moment les réseaux deviennent-ils un levier pour faire avancer une cause et à quel moment ils se transforment en tribunal public? Aujourd'hui, l'opinion, elle est perçue comme un moyen de pression presque aussi important
non, presque aussi important, bref, vous avez compris, que les moyens légaux. Et oui, c'est vrai que ça, on le voit beaucoup, genre sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a des juges et des avocats, les avocats du diable, les avocats du non-diable, et des juges d'Internet. Mais bon, cette pression, encore une fois, elle a un prix. Elle fiche des rôles. Thibaut est le grand méchant qui rend pas l'argent, selon tout ce qu'on voit. Shanna est la personne qui parle uniquement depuis le divorce, selon ce qu'on peut lire également. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui en a marre d'attendre et qui utilise tous les moyens qui sont en sa possession pour essayer de faire avancer une situation. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous laisse écouter le magnifique refrain de Shanna Kress. 3, 4. Rends mon argent. Ça fait 8 ans que j'attends. J'ai assez patienté. Je veux avancer. Ouais, de ouf même. Tu vis ta best life. Woo! Voyage, voiture, resto. Il crie qu'il est millionnaire, mais il oublie ses dettes. Bah ça, si on le dit, c'est pas intéressant, tu vois. Mon avocat témoin, on attend cette fameuse proposition. Pour l'instant, est que du vent. Oui, il veut juste gagner du temps, comme depuis 8 ans. Alors faudrait penser à rendre l'argent. Oui, on est fatigué. J'aimerais arrêter de parler tout ça. Hashtag rendre l'argent à Shanna. Peut-être que le message va mieux passer que juste parler. Voilà. Victoria a fait un contenu qui a été viral, un contenu qui a été critiqué, un contenu qu'on va juger. Eh oui, on parle pas seulement d'une possible grossesse, mais on parle d'un enchaînement assez violent de spéculations, de soupçons, de projections. Victoria est de nouveau au centre d'un tourbillon médiatique. Depuis qu'elle est de retour sur les réseaux, tout ce qu'elle fait, c'est analyser. Toutes les amitiés sont analysées, tous les silences deviennent suspects. Et dans ce climat, on a eu beaucoup de choses. On a eu Bastos qui s'en est pris à Victoria, qui s'en est pris à Thomas, le mari de Anaïs. Il avait évoqué des relations supposées, il parlait de troubles, il remettait en cause les liens affectifs de Anaïs, Victoria et Thomas. Bref, il avait fait un gros bordel là-dessus. La semaine dernière, on a vu, si vous avez raté, que Anaïs a pris la parole. Pas dans la colère, pas dans l'attaque, mais dans l'explication. Elle parlait de son amitié, elle disait que c'était une amitié saine, pleine de soutien. Elle parlait de nuits sans sommeil pour les deux mamans en fait, et que du coup elles se sont liées, que tout simplement ce sont des voisins, enfin bref, juste elles sont amies quoi, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de truc dans le genre, et que voilà, Victoria est une mère célibataire, qu'elle traverse une période fragile et que tout simplement elle est contente d'avoir des copines quoi. Mais les réseaux ne s'arrêtent pas là, parce qu'on a eu plein de choses qui ont fait réagir, notamment une vidéo postée par Vivi en compagnie d'Anaïs. On les voit ensemble, on les voit complices et on voit un test de grossesse avec en légende 2026 sera différent. Contenu buzz évidemment. La toile s'emballe, enceinte ou pas, deuxième enfant, les commentaires explosent, les captures circulent et pendant quelques heures, la rumeur devient une certitude pour les internautes les plus naïfs. Jusqu'à la chute, le test il est montré et au lieu d'un positif ou d'un négatif, on peut lire MILF. À ce moment-là, toute la tendance elle s'inverse, on aurait pu croire à une annonce virale et en fait c'est devenu une blague, un peu à la Bastos, une manière très consciente de reprendre le contrôle sur tout. Victoria, elle nie pas frontalement les choses, hein. Elle détourne, elle explique pas les choses, elle ironise et pour les internautes, beaucoup éclatent de rire. Il y en a qui parlent de génie parce qu'il y en a qui disent que cette vidéo en fait est une réponse à tout ce que Bastos a dit par rapport au trouble. En fait, il y a des gens qui disent que la vidéo elle a été créée dans le mood où c'est pour faire croire que Victoria aurait été enceinte du mari d'Anaïs. Je sais pas si c'est tiré par les cheveux, c'est ce que j'ai lu. Vous me direz si pour vous c'est tiré par les cheveux, je vous laisse regarder. Derrière l'humour, il y a quand même un vrai message. Victoria, elle montre, on le savait déjà, qu'elle a compris les règles des jeux médiatiques, hein, qu'elle sait que quoi qu'elle fasse, elle sera commentée, donc elle décide de choisir la manière dont elle est commentée. Ça pose aussi des questions plus larges. Pourquoi en arriver là? Pourquoi une amitié entre adultes devient vraiment tout ça? Pourquoi est-ce que Bastos s'en amuse? Bref,
tant de questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse, si ce n'est le buzz, la moulaga et les vues. Dans tous les cas, moi je le dis très hautement et clairement, Victoria n'est pas enceinte, ou du moins rien ne montre qu'elle serait enceinte d'un deuxième enfant. C'est cette séquence qui montre surtout une femme qui veut pas être enfermée dans les fantasmes des autres. C'est une femme qui veut reprendre la parole sur son récit. Et je vois pas du tout quelqu'un qui est enceinte. Par contre, je vois quelqu'un qui s'en amuse beaucoup. Je pense qu'elle se dit, on parle de moi, on fait du buzz sur mon dos. Tu sais quoi, je prends le buzz et moi aussi j'en parle et moi aussi j'en fais sur mon dos. Comme ça, c'est kiff kiff. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Vivi en ce moment. J'adorais son contenu, j'adorais la suivre et tout. Mais là, je vais pas mentir, j'ai un peu de mal avec tout ce que je vois. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, dernière fois qu'on parle de Thibaut dans l'émission, la fameuse accusation de tromperie. Il y a des moments où, quand une séparation devient publique, elle n'appartient plus aux personnes concernées. Et c'est ce qui s'est passé avec Thibaut et Jessica. La séparation qui se termine jamais, les réseaux qui commentent. Depuis l'annonce de leur rupture, Thibaut, il évolue sous surveillance. Les internautes l'observent, les caméras aussi, les blogueurs surtout. Là où avant, ses contenus passaient inaperçus, aujourd'hui, tout est interprété comme indice, preuve ou encore faute. Et ces dernières semaines, on l'a vu. On en a parlé, le Lego, le pleurer comme une fille, le DM avec la Ilona, bref, beaucoup de choses. Ah, et j'ai failli oublier, Chana Cress, au début du Cœur Actu. Et dans l'imaginaire collectif, il y a quand même quelque chose qui revenait beaucoup, la tromperie. Comme si une rupture devait forcément cacher une infidélité. Comme si quitter une relation longue et exposée ne pouvait pas être un choix personnel, un choix intime. Il faut une faute. Pour beaucoup d'internautes, comme je vous l'ai dit, il faut des rôles bien définis. Et il faut une faute. Il faut un méchant, il faut un traître, il faut un trompeur, il faut un menteur. Et donc Thibaut, il est sorti du silence dans C'est la famille, pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Dans un extrait de l'émission, face à Paga, il dit les choses frontalement. Il parle des rumeurs parce que là, au moment où on voit les épisodes, en fait, la rupture était déjà passée sur les réseaux sociaux. Et du coup, on voyait déjà Thibaut avec des nanas et tout sur les réseaux. Du coup, ils en parlent dans C'est la famille. Jess aussi en a parlé. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Bref, on a ces rumeurs, les rumeurs qui disent qu'il aurait trompé Jessica. Il dit qu'il ne l'a jamais trompée, qu'il n'a jamais eu de bad buzz de ce genre et que le genre cherche absolument une raison à son départ, alors que juste, il n'y en a pas. C'est un départ, selon lui. Ce qui est intéressant dans sa prise de parole, c'est pas seulement le fait qu'il nie ou pas, mais qu'il reconnaît. En fait, il dit qu'aujourd'hui, il est célibataire, qu'il est libre et qu'il va rencontrer des femmes et que ce qui se passe après la séparation, ça ne regarde que lui, en fait. Et il dit aussi que même s'il est libre, ça lui ferait de la peine que Jessica apprenne certaines choses. Permettez-moi d'en rire, Pinocchio. Non mais attendez, là on est où? Il parle aussi de la manie de certains de vouloir tout filmer, d'espionner, d'envoyer des images à des blogueurs, de sortir le scoop finalement. Moi, vous le savez, il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui me prennent pour un blogueur. Je remets les points sur les i et les barres sur les t. Je ne suis pas un blogueur. Je suis ce qu'on appelle un chroniqueur, c'est-à-dire que je réagis aux choses qui sont publiques, non pas que je ne reçois rien. On m'envoie régulièrement des trucs sur des couples. Par exemple, là récemment, il y a un couple qui est sorti, je vous dirai pas qui, et la nana du mec en question, on me l'avait déjà envoyé, je le savais, mais je ne suis pas un blogueur, je ne sors pas les scoops, je m'en fous de sortir des scoops. Moi, je veux discuter des choses qui sont sorties pour en discuter avec des personnes qui sont intéressées, vous, et remanier tout ça, notamment à notre génération, à tout ce qui peut se passer dans les médias, ou encore tout simplement à l'humain en fait. Mais je ne suis pas là pour sortir des scoops. I'm not Aquababe. Paga, lui, de son côté, il dédramatise avec humour, il dit avec une évidence que beaucoup semblent oublier que Thibaut est libre, qu'il fait ce qu'il veut et que c'est peut-être devenu insupportable pour une partie du public, le fait qu'il fasse ce qu'il veut. Et oui, mais Thibaut, il assume, il dit que vas-y, c'est bon, c'est le méchant de l'histoire, qu'il l'accepte et que voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Moi, je trouve qu'il est assez culotté, je trouve qu'il est assez hypocrite et culotté, si je peux me permettre, de dire qu'il veut pas que Jess tombe sur des trucs et tout, alors qu'il fait ses bails dans des endroits les plus publics, les plus prisés de Dubaï et que effectivement, du coup, c'est filmé, c'est envoyé à des blogueurs, c'est repartagé, tout le monde en parle. Vous me permettez de trouver ça un peu hypocrite? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous ferai un point sur C'est la famille, soit il est déjà sorti à la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine, c'est promis. Je sais que vous l'attendez. Je me fais filmer, ça sort des trucs en mode je la connais depuis Saint-Tropez, ça fait 6 mois que je lui parle. Vas-y frère. Là, les gens ils sont en train d'inventer n'importe quoi, des rumeurs de tromperie, ça essaie de me salir. Moi, j'ai jamais eu de bad buzz, de bêtises, j'ai jamais trompé Jess. En fait, les gens essaie de trouver absolument une raison à mon départ. Et il était avec cette meuf-là, on l'a trouvé, mais non. Aujourd'hui, je vais trouver plein de meufs, mais à partir de maintenant. Mais maintenant, je suis célibataire et libre, donc je fais ce que je veux. Et même si c'était le cas,
Non, j'ai jamais trompé, moi. Non, mais je te parle pas de tromper. Même si c'était le cas que la fille, ça fait depuis que tu t'es séparé de Jess, qu'au bout de 2 jours, tu rencontres. Oui, mais ça me fait quand même de la peine pour elle, parce que j'ai pas envie qu'elle apprenne ça lui fait du mal. Mais frérot, c'est pas toi qui te filmes, mon frère. Tu essaies d'être caché dans ton coin, si les gens ils te filment. Oui, mais quand même, elle est au courant, je crois. Ouais, mais bon. Ouais. C'est des gens qui... Non, mais regarde comment les gens, ils vont loin. Ça veut dire quoi? Ils te voient avec quelqu'un, ils te filment, et ils envoient un blogueur. Et qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? C'est moi qui est sorti. Tu te rends compte à quel point c'est devenu vraiment bizarre et malsain? En vrai. Ce qu'on voit, c'est parler à des filles, ou pire l'embrasser en boîte. Tous les garçons qui étaient en couple et qui se séparent, je suis désolé, mais ils profitent. Arrêtez de le filmer, il va fréquenter tout Dubaï. Hein. Il est libre, il fait ce qu'il veut, le gâté. Je discute en soirée, frère. Après, bien sûr que quand je vais discuter avec des potes, ça me battra les couilles. Je vais parler avec beaucoup de femmes. Il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts tous. C'est des femmes qui vont beaucoup te parler. Non, mais moi, j'aime bien parler. J'aime la femme. T'as compris? J'ai compris. J'aime discuter avec la femme. Hein? Depuis l'annonce de ma séparation sur les réseaux sociaux, je suis un peu le méchant de l'histoire, forcément. Mais c'est pas grave, j'accepte. Je sais que c'était le prix à payer pour ma liberté. Moi, je sais, je suis en accord avec moi-même. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais ce que je veux. Et ça, les gens, ils peuvent me critiquer jusqu'à demain. Je sais où je vais. Je termine le cœur actu avec Laura qui répond à Nico et Steph. Assez compliqué de tout suivre et de tout expliquer, du coup je vais beaucoup rester sur mes notes. Alors, il y a des annonces de grossesse qui ressemblent à des petites parenthèses de douceur et il y en a qui font beaucoup parler sur les réseaux. Nico et Steph appartiennent à la deuxième catégorie. En fait, derrière la joie de cet enfant à venir, il y a beaucoup de choses qui en sortent. Je vais beaucoup rester sur mes notes comme j'ai dit. Hein. Le couple, ils annoncent attendre un bébé. L'émotion est immédiate, elle est compréhensible. Cette grossesse arrive après des difficultés qu'il y a eu notamment du côté de Stéphanie. Donc voilà. Et puis le ton change assez rapidement parce que les deux postent une vidéo sur YouTube et ils répondent à des questions qu'ils ont choisies que beaucoup n'osaient pas poser. Et on a plusieurs questions qui ont fait parler. Premièrement, la question de la réaction de leur famille. Donc pour Nico, Laura et pour Steph, son ex-compagnon. Stéphanie dit une réaction classique qu'elle a attendu les 3 mois avant d'annoncer la grossesse à sa famille et Nicolas, il dit que tout simplement, il ne l'a pas annoncé à son ex-compagne et que Stéphanie non plus. Genre, ils l'ont annoncé seulement à leur famille à eux. Nicolas, il est quand même assez brutal. Il dit qu'il n'a plus de contact avec une partie de sa famille. Il revient sur la première fausse couche et il dit que, en fait, sur le côté famille, aujourd'hui, la vie continue, que c'est pas grave, que les familles recomposées ne se font pas comme ça. Donc, en fait, on dirait qu'il y a une perte d'à côté de sa famille, mais il minimise un peu ça. Il veut aujourd'hui se reconcentrer sur ce qu'il appelle sa vraie famille, donc Stéphanie, leur enfant à venir et les personnes qui ont été présentes. Il précise qu'il reste proche de son frère et de sa sœur et que pour le reste, il y a des personnes qui ne font pas partie et qui ne feront pas partie de la vie de son futur enfant. Ces propos font réagir et dans ce genre de situation, les internautes cherchent des coupables. Avant de parler de ça, on a eu aussi un gros débat sur la question de l'ex. Est-ce qu'on doit prévenir l'ex-compagnon? Est-ce qu'on doit prévenir l'ex-compagne? Sachant qu'on a eu un enfant avec, etc., etc. Il y a eu un gros débat sur Twitch. Je vais vous laisser écouter la séquence et j'aimerais avoir votre avis dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas suivi le débat sur Twitch, n'hésitez pas. Franchement, je veux vraiment vos avis, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas d'enfant et de mon côté, j'aurais été plus du genre à prévenir, au moins pour que l'enfant soit au courant qu'il va avoir un petit ou une petite sœur frère. Je vous laisse guetter et on passe à Laura. Comment ont réagi vos ex-conjoints? Oi. Pour être honnête... Moi, je tire le joker. Ah, donc tu es en train de dire sans langue de bois, sans rien, et là, je tire il y a des questions qui fâchent. Non, mais moi, en toute transparence, je n'ai pas prévenu le papa de mes enfants. Parce que il fait sa vie de son côté, on est en contact pour nos enfants, il refait sa vie. Je pense pas que le jour où il refera sa vie et qu'il va se marier ou qu'il va avoir un enfant, je l'apprendrai par mes enfants, quoi. Il va pas me téléphoner pour me dire salut Steph, c'est juste pour te dire que je vais être papa à nouveau. Non. Ah, tu lui as pas dit? Non, je lui ai pas dit. Ouais, en même temps, remarque, je l'ai pas dit non plus, donc... Et moi, non, elle a appris via les réseaux sociaux, parce que disons que avec mon ex-conjointe, c'est pas... on n'a pas une relation très amicale, enfin... on a une relation cordiale, en fait, avec mon ex-conjointe, j'ai une relation cordiale pour mon fils, mais je me vois mal lui téléphoner et dire, écoute, je vais être à nouveau papa, voilà, j'espère que tu es contente pour moi. Non, pour moi, quand la page est tournée et quand c'est une relation passée, on n'a pas à
téléphoné à notre ex-conjoint en disant... Moi, parce que c'est une question qui est revenue très souvent. Ah Et ouais. je me pose la question, pourquoi cette question? Parce que je vois personne, même dans mon entourage, qui va trouver son ex pour lui dire, écoute, j'attends un enfant. Ouais. Nos ex-conjoints n'ont pas été mis au courant. Et dans la vie de tous les jours, je connais personne qui téléphone à son ex pour lui dire, je vais être papa à nouveau, je vais être maman à nouveau. Voilà, je trouve que c'est pas quelque chose qui se partage avec l'ex, tout simplement. En résumé, non, pour moi, nos ex-conjoints n'ont pas besoin d'être au courant. On n'a pas un aval à Et c'est pas avoir. pour autant qu'il n'y a pas de respect ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste que ça nous regarde nous et c'est nos proches, c'est nos amis, avant nos ex, quoi, tout simplement. En fait, moi, je retourne la question. Est-ce que elle, si elle aurait été à nouveau enceinte, elle m'aurait téléphoné? Si elle avait été enceinte, elle m'aurait téléphoné. Je pense pas. J'aurais trouvé ça bizarre, en fait. Voilà. Ouais. Donc, non, nos ex-conjoints ne sont pas au courant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour la question de famille qui n'existe plus, il y a un nom qui est revenu, c'est Laura Lempicka, l'ex-compagne de Nico. Donc, Nico, il est très clair, il dit qu'il y a une coupure avec du côté de sa famille. Et Laura, elle est revenue sur ça. Elle dit qu'elle en a marre. Elle en a marre d'être mêlée à des histoires qui ne la concernent pas. Elle en a marre. Elle dit ce que Nico a dit lui-même. Elle n'a aucune responsabilité dans la rupture familiale. Si elle s'entend bien avec la famille de son ex, c'est pour une raison simple. Ce sont les grands-parents de son fils. Et c'est tout. C'est juste pour préserver certaines valeurs. Elle dit qu'il n'y a pas d'animosité, qu'il y a du respect, qu'elle veut transmettre ses valeurs à son enfant, Zlatan. Et elle répète, presque lassée, qu'elle n'est pas le sujet de discorde, qu'elle vit sa vie et qu'elle est heureuse. On parle un petit peu de la place de chacun, de chaque personne qui occupe quelque chose dans une famille lorsqu'il y a recomposition, séparation, etc. Nicolas, aujourd'hui, il est juste prêt à devenir père de nouveau. Laura, de son côté, elle en a marre d'être mêlée à tout ce qui se dit sur Steph et lui, etc., etc. Moi, si vous voulez un peu mon avis, je pense que Laura, elle est quand même attristée de certaines situations, mais qu'elle garde pour elle parce qu'elle veut pas laver son linge sale en public et elle veut certainement pas que Zlatan voit ses parents se déchirer sur les réseaux. Et en même temps, moi, j'ai du mal aussi avec ce que Nico raconte dans la FAQ, si vous l'avez vu. J'aime pas son comportement, j'aime pas la manière dont il parle à Steph, la manière dont il parle des enfants, la manière dont il parle du fait d'avoir une fille ou non, la manière dont il parle du fait que s'il n'y avait pas de garde partagée avec les autres enfants, eh bien ce serait impossible d'en faire un troisième. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez problématique la manière dont il parle, même s'il exprime simplement sa pensée, le fond, la forme, c'est vraiment ce que je vous dirais tout le temps. On regarde Laura et on passe à la suite. D'ailleurs, je voulais en profiter d'avoir un petit peu de temps pour répondre à un certain sujet que vous m'envoyez tous et que malheureusement et on va dire un petit peu je suis malgré moi encore au milieu de choses qui ne me concernent pas. C'est vrai que je vous dis la vérité, je prends jamais la parole sur quoi que ce soit parce que vous me connaissez depuis des années, je suis pas quelqu'un de buzz, je suis pas quelqu'un de je prends mon téléphone, je réponds, non, pas du tout. J'estime que c'est pas le contenu que j'ai envie d'envoyer. Puis surtout je suis occupée et je regarde pas forcément ce qui se dit, etc., etc. Mais là, disons que franchement, je vous dis la vérité, ça commence à bien faire. En temps normal, j'aurais pas pris la parole, vous me connaissez, c'est pas du tout ma politique sur les réseaux sociaux. Mais là, vu que ça parle de mon fils et que, entre guillemets, je me retrouve encore, malgré moi, le personnage principal de commentaires haineux sur des sujets qui ne me concernent pas, je suis un petit peu obligée de prendre la parole parce que c'est gratuit, c'est infondé. Et en plus de ça, lâchez-moi la veste, quoi. Alors de 1, je n'y suis absolument pour rien du fait que Nicolas ne parle plus à sa famille. Alors il l'a dit lui-même dans sa vidéo YouTube, c'est des problèmes de famille qui les concernent et j'ai zéro part de responsabilité là-dedans. Donc merci de me lâcher la veste et de penser que sous prétexte que je m'entends bien avec la famille de Nico, parce que c'est les grands-parents de mon fils et que c'est des super grands-parents, j'ai à voir pour quelque chose là-dedans. J'ai zéro part de responsabilité là-dedans. Ce sont leurs histoires et ce ne sont pas les miennes. Sous prétexte que je m'entends bien donc du coup avec la famille de Nico qui est les grands-parents de mon fils, ainsi que la marraine de mon fils, je suis susceptible donc d'être le sujet qui a été le problème, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai énormément de
respect pour la famille de Nico, ainsi que la marraine de mon fils, qui est une marraine, et ce sont des grands-parents exceptionnels, avec mon fils. Et j'entretiens des très bons rapports, justement, pour mon fils. On a toujours été dans ce respect-là, parce qu'on a les mêmes valeurs par rapport au petit. Donc, je suis l'ex, certes, mais je suis la mère du petit, et j'inspire à une bonne entente, malgré tout avec mon ex-famille, une belle famille, pardon, parce que j'ai un enfant et que pour moi c'est important qu'il ait les valeurs de la famille justement, et du fait que on s'entend bien, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine, et il n'y a pas si vous voulez, voilà, on reste proche quoi qu'il en soit, dans le respect de chacun, parce que on a un petit bout en commun, et que pour moi, les enfants n'ont pas à, si vous voulez, être dans des histoires d'adultes. Donc, sous prétexte que je m'entends bien avec sa famille, je me fais taper sur les doigts, parce que, soi-disant, je ne devrais pas m'entendre bien avec la famille de Nicolas. J'ai toujours eu de très bons rapports, et je continuerai à en avoir, parce que pour le petit, ça m'a été reproché sous prétexte que je suis l'ex, donc je n'ai plus le droit d'avoir de bons rapports. J'ai toujours eu des bons rapports et je continuerai à en avoir. Moi, ça fait partie de mes valeurs et des valeurs que j'ai envie d'inculquer à mon fils. Voilà, donc arrêtez de m'attraper la veste et de dire que j'y suis pour quelque chose là-dedans, parce que je n'y suis pas. Et que malheureusement, ils ne se parlent plus, et c'est très triste, et j'espère qu'ils se reparleront. Mais ce n'est pas, moi, le sujet de la discorde, et je n'y suis pour rien. Voilà. Déjà d'une, et ce n'est pas mes oignons. Donc lâchez-moi la grappe, en fait. Arrêtez de penser qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Laura. Laura, elle vit à des milliers de kilomètres. Laura s'en fout royalement de tout. Et Laura, et surtout, est très heureuse dans sa vie, et souhaite le meilleur du bonheur à tout le monde, en fait. Mais juste lâchez-moi la veste. Voilà tout le monde pour le cœur actu. On va passer à l'actu internationale, mais surtout l'actu influence. Je vous parle de Juju Fitcat dans quelques secondes. C'est parti, actu influence tout de suite sur Mixosotis. Il y a des annonces qui paraissent légères, presque anecdotiques, et pourtant il y a ce duo qui a fait beaucoup parler, Juju Fitcat pour Danse avec les stars 2026. La saison 2026 de DAL s'approche à grands pas. Le lancement est prévu pour le 23 janvier, donc techniquement c'est déjà sorti au moment où vous regardez l'émission. Et comme chaque année, la mécanique est bien rodée, des annonces distillées au compte-gouttes, des binômes révélés un par un, et on a Juju avec toute une attention qui s'est cristallisée, parce que Juju c'est pas juste une candidate parmi les autres, elle arrive avec une image très marquée, une communauté solide et beaucoup d'abonnés qui vont regarder l'émission, moi y compris. Le suspense autour de son partenaire a pris fin, et sans trop de surprise pour les observateurs les plus attentifs, on parle de Jordan Mouirak, une annonce faite via une vidéo publiée sur le compte officiel de l'émission, simple, efficace et commentée. Le choix n'est pas neutre, Jordan sort d'une saison très forte, il a remporté la précédente édition aux côtés de Lenny, il arrive donc avec une étiquette particulière, celle du danseur gagnant. Donc on le regarde différemment et on lui demande quasiment d'être parfait. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, on a Juju, connu pour sa rigueur, son sérieux, son rapport très franc à l'effort physique. Et de l'autre, on a Jordan, danseur expérimenté, populaire, récemment devenu papa, qui revient avec une envie évidente de confirmer. Sur le papier, ça colle, physiquement, mentalement, médiatiquement, mais Danse avec les stars, ce n'est pas qu'une affaire de paperasse. La danse, c'est pas seulement la condition physique, c'est aussi la technique, c'est le lâcher-prise, l'émotion, la capacité à raconter quelque chose sur scène avec des gestes. Et pour Juju, justement, ça va intriguer beaucoup ce terrain-là, parce qu'elle n'est pas issue du monde du spectacle au sens classique. Elle est très ancrée dans le réel, dans le travail, dans la performance utile. Donc, comment est-ce qu'elle va se transformer en danse? On verra ça. Jordan, lui, va devoir gérer une autre forme de pression, celle des attentes, parce que quand on gagne une saison, on repart jamais vraiment à zéro, chaque pas est comparé, chaque chorégraphie est analysée et évidemment le but va être d'aller vers la victoire. Je vais pas vous refaire tous les autres profils, on en a déjà parlé, mais on a des profils très intéressants, on a des sportifs, des artistes, des personnalités télé, des créateurs de contenu. TF1 veut mélanger toutes les générations et les univers, je pense, pour faire
faire encore plus parler que possible. Moi, je vous avoue que cette année, ça me tente. Je n'ai jamais regardé Danse avec les stars et cette année, ça me tente beaucoup. Donc, je pense que je vais regarder. Je sais pas si je vous en parlerai. Je vais peut-être regarder en mode pour moi. Je perds ma voix. Je vais peut-être regarder en mode pour moi, hors travail, etc., etc. Mais j'avoue que ça me donne envie cette année. Donc, je sais pas, à voir. Il y a moyen que je m'y intéresse et que je guette un peu ce qui se passe. À ce stade, évidemment, on ne peut pas savoir où Juju et Jordan iront. Certains les imaginent déjà très loin, portés par leur discipline. D'autres se demandent si l'émission et l'émotion seront au rendez-vous. On verra bien. De toute façon, normalement, au moment où je vous parle, c'est déjà sorti. Donc, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Et vous me direz si vous aimez bien Danser avec les stars. On verra. Peut-être que je vous ferai des petits points ici et là. Suppliez-moi un peu, puis on verra. Voilà tout le monde pour l'actu influence. On va passer au gros dossier de la semaine. Gabriel vs Cynthia. Je vous raconte tout ça dans un instant. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti. Jingle. Vous le savez, pour le dossier de la semaine, je reste sur mes notes, surtout avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu une analyse beaucoup plus complète qui est sortie sur ma chaîne YouTube, mais je voulais quand même en faire un gros dossier. Vous me connaissez, c'est très intéressant pour moi de revenir sur ce genre de choses sur MTT, notamment parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder uniquement cette émission. Donc on revient sur ça. Il y a des témoignages qui demandent du silence autour d'eux parce qu'ils sont parfois choquants, mais parfois aussi parce qu'ils sont intimes. Ce que dit Cynthia a raconté, enfin ce que Cynthia a raconté récemment fait partie de ceux qui sont intimes. Cette histoire a longtemps circulé sous forme de rumeurs, de petites captures, de phrases lâchées à demi-mot, et cette fois-ci, elle est revenue sur tout. Février 2025, une information explose sur les réseaux, relayée par Aquababe. Cynthia serait tombée enceinte de Gabriela Iuzzo pendant le tournage de La Villa 9. Une annonce brutale, exposée sans contexte, sans nuance, comme c'est souvent le cas. Cynthia, elle confirme rapidement, mais elle n'entre pas dans les détails et elle disparaît du débat. Silence total. Pendant des mois, elle ne dit rien. Et là, la semaine dernière, elle a été invitée dans En toute intimité par Samzira et Cynthia décide de parler. Pas pour créer le buzz, pas pour régler ses comptes en public, mais parce qu'elle en a besoin et parce que ce qu'elle veut raconter, c'est lourd, vraiment très lourd. Elle explique le début, le moment où son corps commence à envoyer des signaux, une prise de poids rapide, des envies alimentaires inhabituelles, des sensations étranges, mais dans sa tête, elle refuse l'idée, elle veut pas être enceinte. Elle vient tout juste de se séparer de Gab, la relation est finie, elle était instable. D'ailleurs, même Cynthia était fragile depuis un moment, donc elle nie, elle repousse, elle attend, et finalement, il y a 2 tests positifs qui sont là. Le choc est immense, Cynthia, elle dit qu'elle a toujours voulu être mère, mais pas dans ces conditions, pas avec cette relation, pas dans ce chaos émotionnel. Donc elle consulte un gynéco, elle apprend qu'elle est enceinte d'environ 3 mois et demi, et elle se renseigne sur l'IVG médicamenteuse. À ce moment-là, elle prévient Gab, et sa réaction aurait été horrible. Selon Cynthia, Gab aurait dit « S'il te plaît, avorte, ne gâche pas ma vie ». Horrible, mais après ça, plus de nouvelles, plus de soutien, un silence total. Cynthia se retrouvait donc seule face à cette décision qui la dépassait et elle a dit que c'était pas une décision prise à la légère. Elle voulait pas imposer un enfant à quelqu'un qui n'en voulait pas, elle ne voulait pas faire naître un enfant dans une relation instable et donc elle choisit l'IVG médicamenteuse. Elle suit la procédure, elle vit les douleurs, elle vit les saignements, le choc physique et émotionnel est là et pendant plusieurs semaines, elle pense que tout s'est passé comme prévu, vu qu'elle n'a pas de nouvelles du médecin. Et la réalité vient la rattraper de manière brutale. Les symptômes persistent, quelque chose ne va pas du tout. Elle retourne consulter et elle apprend qu'elle est toujours enceinte, depuis plus de 5 mois. C'est presque impossible à imaginer, une IVG qui n'a pas fonctionné, je crois que c'est 2%, une IVG médicamenteuse qui ne fonctionne pas, une grossesse qui continue et une temporalité qui devient une urgence pour elle. Cynthia raconte que ça a été un effondrement, parce qu'à ce stade en France, les délais légaux sont dépassés et donc elle part à l'étranger. Elle se rend aux Pays-Bas où l'IVG chirurgicale est encore possible jusqu'à 22 semaines. Le dernier recours, son dernier choix, elle parle de cette expérience comme un traumatisme profond, physiquement, psychologiquement. Elle dit qu'elle est tombée après ça dans une dépression sévère, une vraie, pas un mot jeté au hasard. Le témoignage, il est très difficile à entendre, ça cherche pas à embellir quoi que ce soit, il n'y a pas de discours militant, pas de justification excessive. C'est le récit d'une femme en fait qui a été confrontée à une succession de décisions impossibles dans une solitude extrême parce que selon Cynthia, elle n'a pas été entourée à part de Aquababe et d'une ancienne candidate de la Villa. Et en fait, elle dit que cette épreuve l'a transformée, que ça l'a fait grandir, qu'elle a gagné une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais attention, ça ne veut pas dire que la douleur disparaît, ça veut dire qu'elle apprend à vivre avec. Et cette nuance, elle est essentielle en fait. Elle a transformé la souffrance en leçon et en force.
comme si c'était obligatoire, comme si elle n'avait pas le choix pour avancer. Ce témoignage pose une question assez inconfortable sur notre rapport aux rumeurs, à la manière dont une information peut être jetée sur la place publique. Ça interroge aussi sur la responsabilité émotionnelle, celle des partenaires, de l'entourage, du silence. Cette histoire n'est pas là pour être débattue comme un fait divers, mais vous avez le droit de donner votre avis. C'est pas là pour désigner des coupables ou des héros, c'est juste pour rappeler que derrière les gros titres, il y a des corps, des personnes qui ressentent et parfois des drames. Je suis pas Gabriel. Je te fais pas de reproches et tu le sais. Mais j'ai l'impression que cette question, en fait, elle t'amène à te justifier comme si tu avais vécu beaucoup de reproches à ce moment-là. J'en ai vécu. J'en ai vécu beaucoup. C'était moi la toxique, c'était moi qui faisais n'importe quoi. C'était moi qui étais toujours en tort. C'est moi qui savais pas porter ma dignité. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses à mon égard et à mon sujet qui n'étaient pas vraies. Et personne n'essayait de comprendre ma peine et mon désespoir à ce moment-là. Même moi, en fait, en vrai de vrai, je le comprenais pas à ce moment-là parce que je savais pas que j'étais enceinte. Qui était là pour toi à ce moment-là? Personne. Et t'étais entourée de qui à Bali? De Gabriel, Marois, Vincent Queijo, toutes les personnes qui ont été un petit peu, voire beaucoup mauvaises avec moi à ce moment-là. Ils te voyaient mal? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien Qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour t'aider? Il fallait tout simplement, il me donnait des conseils du style t'es peut-être un petit peu trop sur son dos, donc laisse-le, c'est lui qui va revenir tout seul, il va s'excuser, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses qu'ils avaient mesuré la détresse dans laquelle t'étais à ce moment-là? Je pense pas. Et quelques moments après la diffusion de l'interview, Gab il est sorti du silence. Pas sur un plateau, pas dans une interview longue, mais via une série de stories sur Snapchat. Et beaucoup, on va pas se mentir. La réponse de Gabriel, c'est une autre forme. Il commence par remettre en question l'intention de cette prise de parole. Il parle de buzz, de personnes qui auraient peur d'être oubliées. Il dit clairement qu'il répondra jamais à ce genre de personnes. Il a un ton très sec, défensif, agacé. Et surtout, il s'adresse pas à Cynthia, il s'adresse au public, à ceux qui le regardent et qui commentent et qui jugent. Il y a une phrase qui revient plusieurs fois dans son discours, c'est le refus de l'exposition médiatique. Il dit qu'il n'étalera pas ses explications sur les réseaux, pourtant il ne fait que ça, qu'il a des torts mais que les concernés les savent. Et c'est une phrase qui est intéressante parce que ça montre qu'il reconnaît quelque chose tout en refusant de dire quoi que ce soit. Très Gab finalement. Gabriel explique aussi que le sujet n'est pas nouveau entre eux, qu'ils en ont parlé longuement notamment à Bali, qu'il s'est excusé, que s'excuser ça pardonne pas tout, mais que là encore il est assez contrôlé, il est très cadré dans ce qu'il dit. Et il y a cette phrase finale où il dit qu'il trouve rigolo le fait de faire une interview de 2 heures, alors elle a duré 40 minutes, pour l'accabler. Le mot rigolo, il est horrible et c'est un décalage énorme avec ce que Cynthia a raconté. D'un côté on a une femme qui raconte son vécu traumatique dans le détail avec ses doutes, ses contradictions, sa vulnérabilité, et de l'autre on a un mec qui refuse le terrain émotionnel, qui refuse l'exposition et qui préfère attaquer pour se défendre. Alors moi j'ai du mal avec la réponse de Gab et il y a une autre réponse après cette réponse, exclue, j'arrive, et j'ai du mal avec ça parce qu'en fait on dirait que vu que c'est Cynthia et que vu que ça dérange, elle n'a pas le droit de parler, mais elle a le droit de raconter ce qu'elle veut en fait, même si c'était il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans, elle raconte son vécu, elle attaque personne, elle raconte un vécu, c'est tout. Mais Gabriel ne dément pas réellement les faits médicaux, il dit pas ça n'est jamais arrivé, il dit pas elle ment, il dénonce la manière, il dénonce le timing, il dénonce le cadre médiatique, il parle de lynchage, d'hypocrisie et de buzz, mais il ne dit pas c'est faux, vous voyez ce que je veux dire? Au fond, cette affaire ne se résume pas à qui dit la vérité, elle parle surtout de 2 manières radicalement différentes de gérer la douleur et la responsabilité. Cynthia, elle a pris la parole longue, tardive et assez thérapeutique. Elle voulait juste raconter son histoire. Et Gab, lui, il est défensif, il est bref. Moi, je vous pose une question et ça sera la question de fin avant de voir la dernière réponse de Gab. Est-ce qu'on peut raconter une histoire aussi intime sans que l'autre se sente exposé, attaqué, acculé? Et inversement, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de se taire quand ce qu'il a vécu a laissé des traces aussi profonde. Mais nous avons eu une réponse de Gabriel, encore une fois, que je vous lis dans un instant. Gabriel a en effet posté « J'ai vite prié pour qu'on arrête de me casser les couilles ». Ensuite, il a mis « Apparemment, c'est toujours la DA en 2026 ». J'en peux plus d'entendre DA. Ensuite, il a mis « C'est pas si grave finalement ». Ensuite, il a mis « Ah oui, je me casse bientôt d'ailleurs ». Ensuite, il a mis « Mais je reviens vite ». Il a ensuite mis « Vous allez pouvoir continuer de raconter de la merde ». Et finalement, il écrit « Mais je m'en bats les figues, d'ailleurs, le saviez-vous ». Il s'en bat tellement les figues et il veut tellement pas réagir qu'il ne fait que ça sur les réseaux depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, pour Gab. Mais ça, c'est terminé. 2026, c'est terminé de fermer ma gueule. Vraiment, je vous le dis. 2026, c'est terminé de fermer ma gueule. 2026, c'est terminé d'être gentil avec tout le monde. Pour qu'ils puissent enfin, eux, arriver à leur fin. C'est terminé. La Marois d'avant, c'est terminé. Vous n'allez plus me voir comme ça. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent.
c'est terminé. Même s'il y a des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Donc c'est pas ma manière de faire. Sauf qu'en fait, j'ai compris que les gens, plus t'es gentil, comme on dit, trop bon, trop con. Voilà. Trop bon, trop con. Et c'est la vérité. Donc, vous comprendrez incessamment sous peu pourquoi je suis en train de dire ça. Mais maintenant, c'est terminé. La Mara gentille d'avant, la Mara qui se tait, la Mara qui laisse les gens faire ce qu'ils veulent d'elle et faire comment eux ils ont envie, c'est terminé. J'en ai rien à faire. Vraiment, faut rester poli. Je m'en carre l'oignon. Je ne fais plus les mêmes erreurs. Dorénavant, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en privé, ça va être affiché publiquement. Voilà. Comme ça, vous aurez tous les tenants et aboutissants. Il n'y a pas de je reviens 2 ans après en vous disant toute la vérité, en vous donnant une version, etc. C'est mort. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout entendu. Voilà. Mais tout va bien, hein. Ça me fait du bien de dire ça. Et comme ça, vous comprenez aussi un peu le pourquoi du comment j'ai la boule au ventre depuis quelques temps. Quelque chose que j'essaie de régler en interne qui ne veut pas se régler. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Très 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 bien. Voilà, je finis de me préparer sur ces belles paroles. Ça faisait un petit moment, mais je vous retrouve cette semaine pour l'horoscope des jours qui arrivent. Amour, travail et argent, je vous raconte tout. Nous commençons avec le bélier. En amour, des événements récents, tels que le décès d'un ami cher ou le divorce d'un couple proche, ont secoué votre relation amoureuse. Vous prenez progressivement conscience de la situation. Travail et argent, vous devenez plus insoumis et moins disposé à accepter de nouvelles directives. N'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils financiers. Pour les taureaux en amour, vous entamez de nouvelles réalisations amoureuses, comme vous marier, fonder une famille ou acheter votre première maison. Ou bien le retour de la santé vous permet de rêver grand. Travail et argent, vous pourriez être tenté de tout abandonner ou de changer d'emploi. Si ce n'est pas le cas, vous accomplissez avec succès plusieurs projets en même temps. Pour les Gémeaux en amour, vous entrez dans une période prospère où tout vous réussit en amour. Votre désir d'engagement amoureux est sérieux. Travail et argent, il est essentiel que vous exprimiez clairement vos intentions, sans quoi elles risquent d'être mal interprétées. Vous jouissez d'une solidité stable matériellement parlant. Vos négociations salariales s'avéreront fructueuses. Pour les cancers en amour, cette semaine, il y aura de l'action dans votre vie amoureuse. Peut-être êtes-vous finalement prêt à franchir une étape importante dans votre relation. Travail et argent, vous gagnez en assurance et prenez les rênes de votre carrière, de votre art ou de vos affaires. Sans surprise, vous avez beaucoup de travail, mais vous gérez bien les responsabilités. Pour les lions en amour, vous vous retrouverez dans un univers amoureux rempli de surprises et d'originalité. Le secteur des amitiés lui aussi sera animé. Travail et argent, il y a quelque chose à développer, à créer ou à inventer. En bref, vous serez l'investigateur, le metteur en scène, voire l'architecte de nouvelles tendances. Votre succès professionnel exige que vous participiez à quelques événements mondains. Pour les vierges, vous semblez plus inquiet de l'écart d'âge entre vous et ça bloque votre énergie. En question d'amour, parlez-en à un ami qui pourra vous offrir des conseils avisés. Travail et argent, vous aurez du mal à accepter qu'on tente de vous arrêter dans votre élan ou qu'on mette de côté certaines de vos idées. Cependant, une relation professionnelle pourrait venir à votre secours. Pour les balances en amour, l'union amoureuse semble prometteuse et de beaux projets voient le jour en ce moment. Si ce n'est pas le cas, ça devrait le devenir. Travail et argent, vous vous jetterez à corps perdu dans l'action. Vos efforts seront couronnés de succès. Mais vous aurez l'impression de manquer de temps, de ne pas avoir tout accompli et de passer à côté de quelque chose. Pour les scorpions en amour, vous allez bientôt faire une rencontre qui ébranlera votre cœur. Un vrai conte de fées. Autrement, vos rêves les plus chers en amour deviendront réalité. Travail et argent, si vous êtes passionné de mode, n'hésitez pas à postuler, car vous pourriez décrocher un emploi intéressant. De plus, vous aurez la capacité de faire face à toutes les situations. Pour les sagittaires en amour, vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire et vous allez enfin écrire un nouveau chapitre rempli de belles aspirations. Travail et argent, quelqu'un vous apprendra de choses peu agréables. Ne commentez pas, mais gardez vos impressions pour vous. Des dîners d'affaires et des événements seront au programme. Pour les Capricornes, le meilleur signe, en amour, vous aimez et c'est réciproque. Et c'est bien ce qui compte le plus dans la vie. Vous concevez de magnifiques projets qui verront le jour. Travail et argent, vous vous sentez de plus en plus que les blocages s'essoufflent, ce qui est rassurant. Vous rectifierez à temps des erreurs, que ce soit les vôtres, celles des autres ou celles du système informatique. Pour les Verseaux en amour, il semble que vous n'ayez pas pris le temps de panser vos plaies, bref, de régler une peine d'amour pour soigner votre cœur brisé. Ainsi, une forme de mélancolie s'est installée.
Travailler argent, un certain découragement altère votre ambition professionnelle et votre désir de briller. Respirez, ça va aller. Et enfin, les poissons, en amour, vos interactions avec votre famille et vos proches et amis seront agréables et rassurants. Votre désir sincère de tomber amoureux va se réaliser. Vénus est à l'œuvre. Peut-être vivez-vous présentement un deuil ou une peine d'amour. Travailler argent, cette semaine, plus particulièrement, vous remarquerez que les gens ont l'esprit tordu. C'était votre horoscope pour les 7 jours qui arrivent avec le média nouveaumois.ca et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus astrologiques. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. On essaye encore une fois d'atteindre les 1000 likes sous cette émission. Commentez, abonnez-vous. Je réponds à tout le monde, vous le voyez, même si je mets plusieurs jours sous MTT, tout le monde a une réponse. Deuxième emoji de la semaine, j'aimerais voir un petit cerveau dans mon espace commentaire. C'est vrai qu'on n'a jamais mis ça alors qu'on parle tout le temps de culture, de QI, etc. etc. Bah là, vous mettez des cerveaux dans l'espace commentaire. Et si vous ne trouvez pas l'emoji cerveau, tapez simplement le mot cerveau. Merci pour votre fidélité comme chaque semaine. Je vous retrouve tous les jours qui suivent à 18h, dimanche prochain à 10h30. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde. Je vous embrasse.